Le matin, au lever du soleil, vous croisez peut-être cet homme au volant d'une berline propre, bien garé sur le parking d'une zone commerciale. Il porte une chemise repassée, un café à la main et salue poliment les passants. Quelques minutes plus tard, vous voyez une femme sortir d'un centre de garde-meubles sécurisé, son badge à la main, vêtue d'un tailleur impeccable, pour se rendre son poste de cadre dans une banque voisine. À première vue, rien ne distingue ces personnes de vous ou de moi. Ce sont des visages de la classe moyenne française, des gens qui travaillent, qui paient des impôts, qui ont un diplôme et un emploi stable. Pourtant, dès que la nuit tombe, la réalité bascule dans l'ombre. Cet homme ne rentre pas dans un appartement douillet, il va baisser ses sièges arrière pour dormir dans sa voiture. Cette femme ne possède pas de salon, elle vit clandestinement entre quatre murs de tôle, dans un box de stockage de 6 mètres carrés sans fenêtre ni chauffage. Bienvenue dans la France de l'invisible, celle où la classe moyenne, autrefois symbole de stabilité, est obligée de se cacher pour survivre. Ce n'est pas une fiction, c'est ce qui se passe actuellement dans nos villes, sous nos yeux, et c'est un secret que des milliers de Français gardent avec une honte dévorante. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Comment un pays qui se vante de son modèle social laisse-t-il des travailleurs en CDI habiter dans des tentes ou des garde-meubles? La réponse est brutale. Le marché immobilier français est devenu un monstre qui dévore ses propres enfants. Dans les grandes métropoles, le loyer moyen a explosé de façon tellement disproportionnée par rapport au salaire que même gagner 2 000 ou 2 500 € par mois ne suffit plus. Entre la caution, le premier mois de loyer, les frais d'agence et l'exigence des dossiers qui demandent de gagner 3 ou 4 fois le montant du loyer, des millions de personnes se retrouvent bloquées à la porte du logement. On n'y parle pas ici de marginaux. On parle de professeurs, d'infirmiers, de techniciens ou d'indépendants. Ce sont les nouveaux nomades forcés, ceux qui ont un pied dans la société par leur travail, mais les 2 pieds dehors par leur habitat. Entrons dans l'univers des garde-meubles, initialement conçus pour stocker des cartons pendant un déménagement ou des archives d'entreprise. CSE Centers de self-stockage sont devenus les nouveaux dortoirs de la détresse. C'est un phénomène que les gérants de ces centres connaissent bien, même s'ils ferment souvent les yeux ou luttent pour l'empêcher. Imaginez la scène. Les couloirs sont froids, éclairés par des néons blafards. Derrière chaque porte numérotée, il y a normalement des meubles, mais de plus en plus souvent, on y trouve un matelas gonflable, un rideau de camping et une petite lampe à piles. Les occupants arrivent tard le soir quand il n'y a plus de personnel, et ils repartent très tôt le matin. Ils apprennent à vivre sans bruit, à ne pas faire de lumière qui pourrait filtrer sous la porte. C'est une vie de fantôme. Pourquoi choisir un box? Parce que c'est la seule solution qui offre un semblant de toit et de sécurité pour 300 € par mois, là où un studio en demande 1000. Il n'y a pas d'eau courante, pas de toilettes privées, pas d'isolation. L'hiver, c'est un frigo géant. L'été, c'est un four. Mais pour beaucoup, c'est préférable à la rue. C'est le secret le mieux gardé des zones industrielles. Les gens y vivent avec leurs souvenirs, entourés de leurs meubles qu'ils ne peuvent plus loger ailleurs, attendant un hypothétique logement social, qui n'arrivera peut-être jamais. Le sentiment de dégradation mentale est immense. Comment garder sa dignité quand on doit se débarbouiller avec des lingettes dans un espace de stockage avant d'aller diriger une réunion d'équipe? Et puis il y a la voiture. La voiture, c'est souvent la première étape de la chute. C'est l'habitat de secours après une séparation ou une fin de contrat. Ce qui est nouveau, c'est la durée de ce mode de vie. Certains Français vivent dans leur véhicule depuis 2, 3, parfois 5 ans. Ils développent des stratégies incroyables pour ne pas éveiller les soupçons. Ils changent de parking chaque nuit pour éviter que les riverains ne s'inquiètent. Ils s'inscrivent à des salles de sport low cost, non pas pour s'entraîner, mais pour utiliser les douches tous les matins avant d'aller travailler. C'est le paradoxe ultime de notre époque. On croise son collègue de bureau, on y trouve un peu fatigué, on pense qu'il a mal dormi, alors qu'en réalité, il a passé la nuit sur un siège auto par 5 degrés. La voiture devient une cage d'acier qui s'use en même temps que le moral de son occupant. Mais le plus inquiétant, c'est l'apparition de campements de tentes dans des endroits improbables. On n'y parle pas ici des grands camps de réfugiés médiatisés, mais de tentes isolées,
cachés dans des bosquets près des sorties d'autoroute ou en lisière de forêt, non loin des gares. Ces tentes abritent des travailleurs pauvres qui ont abandonné l'idée de trouver un toit. Pour eux, la tente est une solution économique qui permet de conserver le peu d'argent gagné pour d'autres besoins essentiels, comme l'essence ou la nourriture. Vivre sous une toile quand on a un emploi, c'est subir une humiliation quotidienne. C'est la peur constante de la météo, de l'agression, mais surtout la peur d'être découvert par son employeur. Car dans notre société, perdre son toit, c'est souvent, à court terme, risquer de perdre son travail. La stigmatisation est telle que ces travailleurs de l'ombre font des efforts surhumains pour paraître normaux. Pourquoi le système est-il bloqué à ce point? La France souffre d'un manque chronique de logements abordables. La construction de logements sociaux est au point mort dans de nombreuses communes qui préfèrent payer des amendes plutôt que de respecter la loi. Parallèlement, le marché du privé est devenu une jungle. Les plateformes de location de courte durée ont vidé les centres-villes de leurs habitants permanents. Un appartement qui pourrait loger une famille de la classe moyenne est maintenant loué à la nuit pour des touristes, car c'est bien plus rentable. Le résultat, c'est une expulsion invisible de la population active vers les périphéries, puis vers la voiture, puis vers le pire. Le choc psychologique pour ces personnes est dévastateur. La classe moyenne s'est construite sur la promesse qu'en travaillant dur, on aurait une sécurité, un confort, une place dans la société. Voir cette promesse se briser provoque un sentiment de colère et d'injustice profond. Beaucoup parlent d'un sentiment de vertige. Ils ont fait les bonnes études, ils ont un contrat de travail, ils respectent les règles, et pourtant, ils se retrouvent exclus des besoins les plus fondamentaux. C'est une trahison sociale qui laisse des traces indélébiles. La dépression gagne du terrain, mais elle aussi cachée, car pour tenir dans ces conditions, il faut une armure de fer. Il faut aussi parler de la nourriture. Quand on vit dans une voiture ou un garde-meubles, manger devient une équation complexe. On n'y peut pas cuisiner. On dépend des produits secs, des conserves qui se mangent froides ou de la restauration rapide bon marché, ce qui finit par coûter cher et ruiner la santé. Le manque de sommeil réparateur, le bruit permanent, l'insécurité de l'endroit où l'on dort finissent par affecter les performances professionnelles. Le risque, c'est la spirale descendante. Un jour, la fatigue est trop forte, on arrive en retard, on fait une erreur, et c'est le licenciement. Et là, le dernier lien avec la société normale se brise. Le plus terrible, c'est que cette situation touche aussi des familles. Oui, il y a des enfants qui font leur devoir à la lumière d'un plafonnier de voiture sur le parking d'un supermarché, des parents qui essaient d'inventer des histoires de camping pour que les petits ne comprennent pas que la famille est à la dérive. Ces enfants vont à l'école le lendemain comme si de rien n'était. C'est une bombe à retardement social. Quelle vision du monde auront ces enfants qui ont vu leurs parents travailler sans relâche pour ne même pas pouvoir leur offrir une chambre? La honte est le moteur principal de cette invisibilité. Dans les associations d'aide, les bénévoles voient arriver ces nouveaux visages. Des gens qui n'osent pas demander d'aide, qui s'excusent d'être là. Qui disent il y a plus malheureux que moi. Laissez la place aux autres. Ils ne se considèrent pas comme des sans-abri, mais comme des gens en difficulté passagère. Sauf que le passager dure des années. Cette pudeur empêche une véritable prise de conscience politique du problème. Si on ne les voit pas, ils n'existent pas dans les statistiques. On continue de parler de la classe moyenne comme d'un bloc solide, alors qu'une partie de sa base est en train de s'effondrer dans le vide. Certains propriétaires de centres de stockage ont commencé à installer des caméras thermiques ou des détecteurs de mouvement très sensibles pour repérer les présences humaines la nuit. Quand ils découvrent quelqu'un, l'expulsion est immédiate. Ces personnes se retrouvent à nouveau sur le trottoir, avec leurs 3 sacs et leur dignité en lambeaux, obligés de chercher un autre endroit en pleine nuit. C'est une chasse à l'homme silencieuse. On ne veut pas voir la pauvreté, alors on la déplace, on la cache plus loin, mais on ne la règle pas. La fracture se creuse également entre les générations. Beaucoup de ces travailleurs précaires sont des jeunes qui débutent. Ils n'ont pas l'épargne des aînés. Ils n'ont pas d'héritage. Et leurs parents, ou même parfois en difficulté, ne peuvent pas les aider. Le garant, ce sésame indispensable pour louer, devient un obstacle infranchissable. Sans garant solide,
Vous êtes un paria de l'immobilier. Peu importe le montant de votre salaire. D'entreprises essaient de se porter garante pour leurs employés, mais c'est une goutte d'eau dans un océan de besoins. Il y a aussi une dimension de genre dans cette crise. Les femmes seules ou avec enfants sont particulièrement vulnérables. Vivre dans une voiture ou dans la rue est infiniment plus dangereux pour elles. Elles doivent déployer des trésors d'ingéniosité pour rester propres, en sécurité et protéger leurs enfants. On voit des mères qui passent leur journée dans les centres commerciaux, les bibliothèques ou les gares, des endroits chauffés et gratuits, simplement pour laisser passer le temps avant de retrouver leur abri de fortune pour la nuit. L'accès aux soins est un autre problème majeur. Sans adresse fixe ou avec une adresse de domiciliation précaire, recevoir des courriers de la sécurité sociale ou de sa mutuelle devient compliqué. Beaucoup renoncent à se soigner, espérant que leur corps tiendra le choc. Le stress permanent affaiblit le système immunitaire. On voit apparaître des pathologies liées à l'humidité et au froid. Même chez des gens jeunes et normalement en bonne santé, le marché de l'occasion et de la survie explose. Les ventes de Herschel, d'iduvets haute performance et de batteries solaires pour charger le téléphone ne sont plus seulement le fait des randonneurs, mais celui de cette nouvelle population urbaine. Les forums Internet et les groupes sur les réseaux sociaux regorgent de conseils pour vivre en voiture sans se faire repérer. Comment isoler ses vitres, comment gérer les odeurs, comment chauffer l'intérieur sans consommer de carburant. C'est une science du dénouement qui s'organise en marge de la société officielle. Mais au-delà de la technique de survie, c'est l'âme de ces gens qui s'use. La sensation de vivre dans une parenthèse qui ne se referme jamais est insupportable. De nombreux témoignages racontent la même chose. Le moment le plus dur, c'est le dimanche. Le dimanche, quand tout est fermé, quand on n'a plus l'excuse du travail pour sortir, on s'y retrouve face à son box ou son siège passager. On voit les autres familles se promener, aller au restaurant, et on réalise l'ampleur du gouffre qui nous sépare du reste du monde. La réponse politique actuelle est souvent jugée déconnectée par ceux qui vivent cette situation. On propose des chèques ponctuels, des petites aides au logement qui sont immédiatement absorbées par l'inflation. Si dont ces Français ont besoin, c'est d'une baisse réelle des prix de l'immobilier et d'une régulation massive du marché. On n'y peut pas traiter le logement comme un simple actif financier quand il s'agit d'un besoin vital. Tant que l'on permettra à des investisseurs de spéculer sur chaque mètre carré, la classe moyenne continuera de glisser vers la précarité. Il y a aussi une hypocrisie sociale. On veut que nos villes fonctionnent, on veut des serveurs, des agents de sécurité, des caissières, des professeurs pour nos enfants, mais on ne veut pas leur donner les moyens de vivre là où ils travaillent. On crée des villes-musées pour les riches ou les touristes, entourées de zones de relégation. Et quand ces zones sont elles aussi trop chères, il ne reste que le garde-meubles ou la voiture. Cette déconnexion géographique est un poison pour la cohésion nationale. La solidarité entre ces nouveaux précaires existe. Dans certains parkings, des communautés se forment. On s'échange des informations sur les endroits tranquilles, on se surveille les uns les autres pour s'assurer que personne n'a d'ennui. Mais cette solidarité est souvent fragile, car chacun espère sortir de là le plus vite possible. Personne ne veut s'installer durablement dans la précarité. C'est une vie de transition qui s'éternise, une attente qui n'en finit pas. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de révolte? Parce que la pauvreté de la classe moyenne est silencieuse et solitaire. Elle vous prive de votre énergie, de votre temps et de votre confiance. Pour manifester, pour s'organiser, il faut avoir un minimum de stabilité. Or, quand chaque jour est une lutte pour trouver une douche et un endroit où dormir sans être chassé par la police, la contestation politique passe au second plan derrière la survie physiologique. C'est la force d'un système qui épuise ses membres pour qu'ils ne puissent plus le remettre en question. Cependant, les choses commencent à changer dans l'opinion publique. Les reportages se multiplient, les langues se délient. Le tabou de la pauvreté au travail est en train de tomber. Les Français réalisent que cela pourrait leur arriver. L'augmentation du coût de la vie touche tout le monde, et beaucoup sentent que le sol se dérobe sous leurs pieds. La frontière entre celui qui a un toit et celui qui n'en a plus est devenue poreuse. Cette prise de conscience est peut-être le premier pas vers un changement réel.
On entend parfois des discours culpabilisateurs qui disent que ces gens n'auraient qu'à partir vivre en province. Mais le travail est dans les grandes villes. Partir, c'est démissionner. Démissionner sans avoir un autre emploi, c'est s'assurer une chute encore plus brutale. De plus, la crise immobilière s'étend désormais même aux villes moyennes autrefois épargnées. Le problème est global. C'est tout le territoire qui devient inabordable pour ceux qui le font vivre au quotidien. Le garde-meubles, la voiture, la tente. Ces mots ne devraient pas faire partie du vocabulaire de la vie quotidienne de millions de Français. Notre pays traverse une crise d'identité majeure. Qu'est-ce qu'une nation qui ne peut plus loger ses travailleurs? Quelle est la valeur de notre croissance si elle se fait au prix du sacrifice de la dignité humaine? Ces visages que vous croisez sans les voir, ces gens qui dorment dans l'ombre, sont le miroir de nos échecs collectifs. Ils sont le rappel constant que sans une remise à plat de notre système de logement et de partage des ressources, le rêve de la classe moyenne française continuera de s'évaporer. Il est temps de regarder la réalité en face. La pauvreté n'a pas toujours le visage auquel on s'attend. Elle porte parfois une cravate. Elle utilise un ordinateur portable dans un café public pour avoir du Wi-Fi et elle range soigneusement son duvet dans un coffre de voiture avant de partir travailler. Cette France-là souffre, espère et résiste avec une dignité incroyable. Elle ne demande pas la charité. Elle demande le droit de vivre normalement. Simplement, le droit d'avoir une clé, un chauffage, de l'eau courante et une adresse à donner à ses amis. C'est la base d'une société stable. Tant que nous accepterons que nos voisins vivent dans des boîtes de métal ou de tôle, nous ne nous ferons pas prétendre vivre dans un pays de progrès. Le silence qui entoure ces vies brisées doit cesser pour que l'on puisse enfin apporter des solutions à la hauteur de l'urgence. La classe moyenne a été le socle de la France moderne. Ici, ce socle continue de s'effriter et de se cacher dans des garde-meubles. C'est tout l'édifice qui finira par vaciller. Nous devons ouvrir les yeux sur nos invisibles, car ils sont nous, et nous sommes eux. Seule une volonté politique radicale et une solidarité retrouvée pourront transformer ces abris de fortune en véritables foyers et rendre à ces milliers de Français la place qu'ils méritent au sein de notre République.